Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors j'espère que vous avez démarré la moisson et qu'elle se passe le mieux possible au regard de ces conditions de ce matin où je vous reçois sur la ferme principale avec 14 degrés en ce début juillet. Pas vraiment un temps de moisson. Alors je vous propose de faire un bilan dans cette vidéo de la récolte des escourgeons, de nos résultats, puisque vous les avez vus tout au long de la campagne. On a eu la grêle, on a eu tout un tas de soucis, bref. Donc je vous propose de faire un point sur ces résultats sur la ferme principale. On ira voir aussi une parcelle de colza, vous savez, celles qui ont été grêlées. Évaluer ensemble ce qui s'est passé finalement en termes d'évaluation du dégât de grêle. On ira voir 2 parcelles de blé et on terminera par les parcelles de tournesol et de maïs pour voir dans quel état ils sont, est-ce qu'ils poussent malgré cette météo automnale. Et puis je vous propose en deuxième partie de vidéo de faire un point sur l'après-moisson, car vous êtes nombreux à envisager ou à avoir déjà envisagé sérieusement, ou voire même à être en train ou même à avoir terminé de déchaumer, de travailler la terre, de fissurer pour certains, de passer des herses, enfin avec toujours un tas de bons arguments, notamment la pression que vous avez pour aller semer des couverts végétaux pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est la gestion des limaces, bref tout un tas d'arguments et on se posera la question ensemble si c'est vraiment judicieux tout ça. En tout cas je vous donnerai mon avis sur par rapport à l'année climatique, à l'année culturelle, comment nous, on envisage l'après-moisson là à l'instant T. C'est un échange avec vous, je vous donnerai mon avis en deuxième partie de vidéo. Donc si ça vous intéresse, tout ce petit programme, eh bien on est parti. Alors je vous propose de démarrer par les parcelles de colza. Alors sachez que nous avons 30 hectares de colza ici sur la ferme principale et une trentaine d'hectares de colza sur la ferme secondaire qui sont dans des sols plus caillouteux, plus filtrants. Et mis à part 3 hectares d'une parcelle qui s'était mal engagée, que j'ai souhaité conserver car c'est une parcelle très caillouteuse où il est difficile de faire autre chose au printemps et on avait déjà beaucoup de reports d'automne, si vous vous rappelez bien, entre les blés qu'on n'a pas fait, etc. Et évidemment, ces 2 derniers mois, cette parcelle s'est fortement salie, donc j'ai en gros 3 hectares sur 60 qui ne sont pas folichons. Mais pour le reste, elles se présentent toutes au moins aussi bien que celles-ci, elles ont toujours été poussantes, elles ont reçu toutes 160 unités d'azote soufré, bien équilibrées. Donc voilà, alors ça pourrait paraître juste, en céréales on a fait la même chose, là c'est un peu différent, on se dit peut-être que c'était un peu juste, notamment en blé, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Alors cette parcelle derrière moi sur les 30 de la ferme principale, nous avons été grêlés sur 20 hectares, ce qui n'est pas le cas sur l'autre ferme, les colzas n'ont pas été touchés du tout, ont toujours été beaux, donc on a beaucoup d'espoir. Mais si on est honnête, quand on va regarder plus près, vous le voyez sur les images, sur ces parties grêlées là notamment, l'estimation définitive a été faite à 50% de grêle, évidemment, là on est dans une zone plutôt à 20-25, quand il y avait des zones, si vous vous rappelez, des images à plus de 80%. Et c'est vrai que quand on va regarder de près, vous le voyez sur les images, on a des siliques mûres qui côtoient des siliques qui sont encore vertes. Évidemment, est-ce que les siliques mûres ne vont pas s'ouvrir et vont attendre l'arrivée des siliques vertes qu'elles soient mûres? Ça, c'est un autre débat. Alors certains vont peut-être avoir le même cas dans d'autres régions et vouloir intervenir un peu plus tôt pour éviter ça. Sachez, nous, par expérience, les siliques pas mûres, ça passe tout droit au travers de la machine, ça s'en va dehors en fait. Et on a déjà mesuré chez des partenaires, il y a déjà une bonne dizaine d'années, jusqu'à 9 quintaux d'écart entre le fait d'attendre que l'ensemble des siliques soient mûrs. Alors est-ce qu'on peut se permettre ça? Vous doutez bien que non, déjà au regard des prix, au regard des volumes que nous allons faire, puisque les premiers retours en fonction des premières régions qui ont été fortement touchées par les pluies et tout, ils ont récolté déjà les colzas en partie pour certains, et on a des 1 tonne à 1,5 tonne de rendement hectare. Donc là, évidemment, économiquement, ça passe pas. Quand d'autres régions, alors là, c'est une minorité pour nous au niveau de nos partenaires, mais les régions de craie, les régions très calcaires, là, les colzas, on parle plus de 3,5 tonnes, 3 tonnes 8. On a des retours presque normaux pour ces régions-là. Souvent, c'est encore 1 tonne de plus. Mais on va dire que voilà, ils sont déçus, mais ils sont soulagés aussi parce que ça pourrait être pire. Alors, c'est que quelques retours puisque les colzas sont un petit peu dans nos régions encore pas mûrs. En tout cas, quand il va regarder de près, que ce soit les tiges vertes, etc. Il faut rester patient, je pense, et essayer de faire ça bien. Donc nous, c'est peut-être dans 10-15 jours si la météo devient plus clémente. Mais on a encore une dizaine d'hectares d'escourgeons à terminer. Alors je vous propose d'aller voir vite fait une parcelle de blé. Ensuite, on fera un point sur les tournesols et maïs. Et puis on terminera par la parcelle d'escourgeons récoltés pour vous en donner les résultats, mais aussi de parler de l'après-moisson. Allez, on y va. Alors petit changement de programme car ça m'arrangeait de terminer par les céréales. Donc nous sommes là dans les tournesols. Donc vous voyez, tout s'est bien passé, malgré toutes ces complications que nous avons connues et partagées ensemble. J'ai enlevé les bibendums et les canons il n'y a que 2 jours, le 1er juillet. Je pense qu'aujourd'hui, concernant les ravageurs souterrains et aériens, je devrais être tranquille.
La prochaine étape risque d'être la gestion des maladies. Si d'habitude on ne gère pas les maladies sur les tournesols, on a rarement besoin de le faire. Au regard de ce qui se passe sur les cultures de printemps, je pense qu'on risque de voir la même chose sur les tournesols, les amis. En tout cas, c'est que mon avis dans nos régions et pour tout dire, même sur ma propre ferme. Voilà, donc maintenant il faudra un temps plus chaud. Habituellement à cette époque-là, il devrait au moins être là et commencer presque à envisager la floraison d'ici 15 jours. Là, on en est vraiment loin. Alors, vous voyez bien que c'est pas gagné et que la récolte n'est pas faite du tout. Alors, je constate malgré tout les différences de semences, puisqu'il y avait des zones où au départ je m'étais décalé quand j'ai ressemé à nouveau. Et avec les semences 2023, si vous vous rappelez l'épisode, sachez que le semencier est venu me rendre visite il y a quelques jours suite aux vidéos. C'est tout le paradoxe des vidéos. Comme la firme est venue me rendre visite, la firme Bayer, par rapport à mes problématiques produits. Donc voilà, alors vous dire que derrière ça va changer quelque chose, pour être franc, non, pas du tout, ça va rien changer. De beaux échanges courtois, des gens très gentils et investis, mais pour finalement un retour qui sera quasi inexistant, pour pas dire inexistant par respect. Hein, mais voilà, alors au moins ils prennent en compte sur un individu qui fait le zozo sur internet qu'il y a des problèmes, mais c'est quand même c'est un peu dommage, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de ça pour tout dire, car au final, quoi qu'il fasse, les problèmes, on a dû les gérer, c'est toujours la même rengaine. Alors écoutez, je vous propose d'aller voir des maïs qu'il a aussi au niveau des semences. Mais bon, ils sont partis aussi, mais voilà, il y a beaucoup à dire. Et puis on termine par les céréales, hein, pour notamment parler des résultats escourgeons et aussi de la suite des événements concernant les travaux d'après-moisson. Voilà, si sous réserve qu'on finisse la moisson un jour. Voilà, et il y a même déjà des coccinelles d'arrivée. Je vous mets quelques images. Alors ça, c'est bon signe. Ça va nous éviter, c'est quasiment sûr, d'intervenir avec un insecticide, ce que j'ai rarement eu à faire, mais sachez que voilà, c'est quand même le prochain ennemi aussi pour les tournesols. Ça peut être de fortes attaques de pucerons qui vont créer de la crispation sur les feuilles et poser des problématiques. Voilà, bah voyons, tout ça pour ça. Voilà, voilà. Allez, on va voir les maïs. Alors, on est arrivé dans une parcelle de maïs que vous connaissez bien. La parcelle s'appelle les terres jaunes. Hein, vous verrez les vidéos où on était en train de semer tout ça, préparer tout ça. Donc les maïs poussent enfin. Paradoxalement, les 25-30 mm qu'on a pris, les a réactivés. On n'est plus à une feuille par semaine, mais on est à une feuille tous les 2-3 jours. Le temps d'aujourd'hui et de ces derniers jours froids et gris, tout ça va les ralentir et je pense qu'ils vont commencer à changer de couleur. À ces stades-là, c'est voilà. On est passé le stade clé, en tout cas on est en train là, du stade 6-8 feuilles, qui est un stade de composante de rendement très très importante pour lequel il ne faut pas de stress au maïs, il ne faut pas venir l'embêter. Ce qui était embêtant, puisque c'est le cas de le dire, on avait une période chaude où on aurait pu faire des rattrapages de désherbage, notamment pour des ronds de chardon. C'est une parcelle où j'ai une bonne quinzaine de ronds de chardon comme ça, que j'aimerais bien voilà, éliminer. Mais je ne pouvais pas intervenir quand il faisait bon à le faire, parce qu'il faisait chaud, c'était l'idéal pour le faire, c'est des hormones qu'on utilise. Mais le stade clé était présent. Sur l'autre ferme, quand on aurait pu le faire, j'étais présent là-bas, il faisait froid, donc j'ai pas voulu faire des hormones, et au regard des retours que j'ai de partenaires, il y a des échecs de ces hormones sur les chardons, même dans d'autres cultures. Bah évidemment, un temps venteux, variation climatique, pas assez chaud, c'est pas ce qu'il faut, pas du tout. Donc j'ai encore ça à faire, c'est pour ça que j'ai conservé mes roues étroites sur mon tracteur en ce début de moisson. Alors ça a été jusque là parce que j'ai essayé de limiter l'usage d'une des remorques, hein. Comme j'étais tout seul, c'était plus facile à faire. Mais là on va quand même attaquer le noyau dur, hein, colza, blé, etc. Donc je pense que je vais réutiliser les roues normales, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on n'est plus à ça près, hein. Ça va passer dans les pertes et profits. De toute façon on avait déjà utilisé les grosses roues. Alors concernant les graminées, hein, puisqu'on a parlé un petit peu des fameux régras, je serais bien réintervenu aussi sur certaines parcelles une deuxième fois, car on a des régras qui restent tout petits au pied du maïs et je pense qu'ils ne vont pas y aller. Je ne suis même pas sûr en intervenant qu'ils iront davantage, mais je ne peux pas mélanger avec les hormones, en tout cas ce n'est pas l'idéal. Donc vous voyez un petit peu, ça crée quand même du travail en plus à une période où normalement le maïs il est aussi haut que moi et on s'en occupe presque plus. Éventuellement une gestion avec des pièges pour les insectes pyrales qui sont des papillons qui peuvent venir pondre des œufs dans le maïs et les larves vont entamer les tiges, faire casser le maïs et avoir des conséquences bien évidemment assez graves parfois quand il y en a beaucoup. Mais pour ça il faut piéger avec des pièges à phéromones, c'est très très important, on n'intervient pas comme ça pour se faire plaisir. Surtout si on utilise les bons produits qualitatifs qui ont de la rémanence et qui ne consacrent leur intervention que sur le papillon, sur les lépidoptères et non pas sur tous les insectes. Comme on a vu, les pucerons sont aussi des potentiels ravageurs pour le maïs. On voit des coccinelles dans le tournesol,
on devrait aussi bientôt les voir arriver dans le maïs. Donc, il faut essayer d'utiliser des produits qui n'auront pas de conséquences. Donc, on ne les fait pas, nous, tous les ans. Mais là, il se trouve quand même qu'il y a beaucoup de plaines, notamment d'autres parcelles que j'ai, où on est plusieurs collègues à avoir du maïs qui représente peut-être 70 hectares. Et c'est là qu'on a des cochons. Mais c'est aussi là qu'on peut avoir la pyrale, éventuellement des années humides comme ça. Hein, c'est propice à beaucoup de bêtises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà ce que je peux vous dire. Je crois que j'oublie rien. Donc concernant les maïs, sur l'autre ferme, je vous dis, ils sont plus beaux. Ils ont été semés 15 jours avant, donc ils sont déjà à des stades plus avancés, des terres plus chaudes. Ça se passe plutôt bien, même si on n'a pas détruit complètement les raies. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la firme est venue me rencontrer. Donc j'ai trouvé des gens qui voulaient faire bien. Maintenant, au final, même si la dame m'a dit « vous n'êtes pas seul », en effet, très compétente, elle est venue, on a bien échangé. Mais on reste seul avec les conséquences. Si vous voulez, si mes raies gras ne sont pas complètement détruits, alors c'est de la faute du produit, c'est comme ça, il faut l'accepter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc sachez qu'il y a des numéros de téléphone, et ça je ne le savais pas, sur les bidons, où il y a une permanence de gens qui sont là de 7h30 jusqu'à 18h ou 19h, je crois, le soir, 6 jours sur 7, que l'on peut nous contacter en tant qu'agriculteurs. Donc c'est très important parce que je pense que nos intermédiaires, ils ont souvent d'autres choses à gérer que nos problèmes, malheureusement. Hein. Donc voilà, c'est un peu comme les concessionnaires, voitures, tracteurs, etc. On a toujours l'impression qu'ils ont besoin que ce soit les gens des firmes qui fassent le boulot de suivi et de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est comme ça, c'est une réalité dont laquelle il faudra un jour bien parler, car on se sent quand même seul, puisque les conséquences, c'est nous qui les gérons, que ce soit les semences ou les produits qui fonctionnent qu'à moitié, qu'on n'est pas sûr, que même si on nous rassure en disant si, ça marche pareil, ouais, bon, on peut quand même en douter, je pense qu'on peut se permettre ça. Alors les amis, on va aller voir pour terminer les escourgeons, je vais vous parler des résultats, et puis le blé, on fera un petit point, et on parlera de l'après-moisson, pour la gestion notamment des sols et du futur. Allez, en route. Alors, arrivé dans une parcelle de blé, un blé de tournesol, la variété c'est de l'ultime, c'est parce qu'on passe devant et que l'escourgeon est juste à côté. Sinon, j'ai de la variété chevignon. Donc c'est un blé, si vous regardez, vous voyez, on a encore des tiges un peu vertes. Il a eu 160 unités d'azote, sauf que je suis intervenu, je vous en avais parlé, allez, il y a 3 semaines, quand j'ai fait le complément sur les maïs et les tournesols, et j'ai remis dans le milieu de la parcelle 25 unités. Voilà, en espérant voilà, que je ne perde pas en qualité, parce que ma crainte à un moment donné, c'était par le climat qu'il y a eu, de ne pas bénéficier de cette minéralisation tardive que j'espérais. C'est pour ça que j'avais tiré sur l'azote, en tout cas de manière raisonnable, mais ça me semblait judicieux, même si on est derrière tournesol. Et j'ai senti à un moment donné que peut-être j'avais le risque de me pénaliser, à défaut sur le rendement que je ne peux peut-être pas rattraper, au moins sur l'aspect factuel des protéines, hein, dont je me fous complètement, mais malgré tout, si on est en dessous, voilà, on est déclassé en fourragé, donc on n'a pas de bénéfice, mais on a de la perte si jamais on n'est pas dans les clous. Hein, donc voilà, donc pas de verse, on gère la verse nous souvent en 2 passages parfois, hein, des années comme cette année où on sent qu'il y a un développement lié au manque de lumière qui pousse les plantes vers le haut. Beaucoup de régions subissent beaucoup de verse et il y a souvent un lien avec la gestion azotée, vous en doutez bien, mais pas que, hein, quand on prend des gros orages, etc. C'est un vrai problème, hein, dans certains cas bien sûr. Mais voilà, il y a eu des conditions parfois d'intervention phytosanitaire, je l'avais dit dans une vidéo sur la gestion moisson, à faire un bilan des maladies, etc., qui a ouvert des portes par le stress créé par des interventions de régulation des cultures, mais aussi de fongicides, à des doses pas adaptées, mais surtout avec des conditions derrière les traitements et juste avant, pas du tout adéquates pour que ça se passe bien. Et les stress ont été des portes d'entrée très très importantes, hein, sur les maladies. Et là, on commence à récolter nos essais, notamment pour les escourgeons. Et les écarts qu'on a mesurés, notés, etc., vu qu'on a 1100 microparcelles cette année, hein, donc on a 19 plateformes d'essai, donc c'est vraiment pas rien, tout confondu. Hein. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues. On avait une nuisibilité, notamment en escourgeon, de plus de 22 quintaux cette année. Hein. Vous voyez, entre le témoin non traité, je précise, voilà, et les zones où on est intervenu. Donc voilà, donc on ne s'attend pas à des miracles en céréales, nous concernant, puisque les escourgeons donnent un peu le là. Je pense que qualitativement, on risque d'avoir des soucis, même si vous le voyez, il n'y a pas de fusariose, il y a quelques grains, hein, un grain ou deux par-ci par-là, par de la fusariose, la nivalée, ce qu'on en appelle, hein, qui est la moins préjudiciable, celle qui entraîne le moins les épis vides, hein, les épis blancs, vous pouvez voir, on peut avoir aussi du piétin échaudage, il faut faire attention, tout ça on en a parlé, hein, je vous la mets en lien, la vidéo sur les maladies. Mais voilà, donc on a essayé de contenir au mieux, on n'a fait qu'une intervention, pour moi 2 interventions dans ce que l'on voit n'ont rien apporté, c'est la même chose en colza. Hein, donc voilà, par contre en escourgeon c'est un peu différent. La gestion de fin de cycle et l'usage de certains produits, dont je ne vous parlerai pas évidemment dans la vidéo, mais a eu des conséquences sur les calibrages et sur le qualitatif, puisqu'il y a aussi eu
des fusarioses sur les escourgeons. Alors on va juste à côté hein, pour parler de l'escourgeon. On va même y aller comme ça directement. Alors justement les escourgeons, moi j'avais que des variétés fourragères, donc de la Zebra, qui a eu aussi 160 unités d'azote. Donc elle a été grêlée, hein. Elle a donc été validée définitivement sur les 25 hectares ici de la ferme d'escourgeons. J'en ai 10 sur l'autre ferme qui ne sont donc pas récoltés. Elle a été validée, évaluée à 20% de nuisibilité avec 10% de franchise. Donc vous voyez, ça fait que 10% en réalité que je vais récupérer. Donc ça fait en gros 7 quintaux que je devrais pouvoir récupérer, 7 quintaux et demi par rapport à nos moyennes, que je devrais récupérer sur une orge qui a fait 63 quintaux, hein, donc à l'hectare. Ça reste de la fourragère, je n'ai pas engagé en termes de prix. Voilà, donc je ne sais pas ce qui peut se passer avec des escourgeons qui parfois en brassicole, en orge de brasserie, n'ont pas eu les calibrages nécessaires et ont parfois basculé en, c'est pas l'équivalent de la fourragère, mais malgré tout, ça peut influer sans doute sur le marché. En tout cas, c'est ce qu'on va m'expliquer sans doute prochainement. Alors maintenant, si on fait un petit point sur le travail après moisson, je fais une petite coupure, comme ça fait un petit jingle, hein, ce sera bien. Et on parle de ça, l'après-moisson, est-ce qu'il faut tout de suite intervenir, aller travailler dans les champs parce que justement, on a un peu de temps, on ne peut pas moissonner, donc si on allait gratter un peu de terre, on en parle tout de suite. Alors le travail du sol, là tout de suite, je profite de l'exemple de cette parcelle de chaume pour vous en parler, où la paille a été conservée, broyée sur la parcelle. On a attendu que ce soit le plus mûr possible pour avoir une bonne qualité de broyage et de répartition. On doit faire du colza derrière. Donc on pourrait être tenté de dire, on va en profiter, là on va aller faire travailler la paille, on va aller gêner les limaces, puisque certains d'entre vous m'ont remonté cet objectif-là. On va aller, pourquoi pas, commencer à réparer, fissurer, etc. Les amis, c'est mon humble avis, mais je pense qu'avec une météo comme nous avons aujourd'hui, humide, de l'humidité dans nos sols, parfois déjà excessive, hein, il y a des régions, vous ne pouvez pas me dire tout le temps on a pris beaucoup d'eau, et me dire aujourd'hui, là, travailler la terre, ça va aller super bien. Vous risquez donc, c'est que notre avis, hein, bien entendu, de faire des bêtises, c'est-à-dire de travailler le sol à un moment donné où ce que vous allez créer là, vous allez le créer pour toujours. De la paille légèrement enfouie, des bouchons, des poches de vide, parce qu'un sol un peu motteux, hein, s'il a été bien refermé, vous allez faire des mottes forcément. Alors, vous pouvez passer la casquette, vous savez, des outils à plumer le dessus, etc., vous faire plaisir avec ça, mais pourquoi faire? Avec l'humidité, le mulch, etc., ça va relever en dessous. Si vous aviez des parcelles sales, est-ce qu'il est utile d'aller travailler, faire tomber des graines à 10 cm, à 12 cm, à les mettre dans des zones où elles vont être tranquilles pour le prochain coup? Non, là, il peut se passer déjà énormément de choses, de relever, comme on fait derrière les colzas, où on pense que nous, il ne faut pas toucher derrière les colzas tant que ce n'est pas relevé une première fournée suffisamment importante. Donc, je vous dirais, nous, personnellement, en tout cas, on ne va rien toucher. On va laisser l'alternance pluie-soleil pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Ça va nous laisser le temps sans doute de faire la moisson. Il va relever aussi des choses dans vos champs. Ça semble logique d'être patient. Pour une fois, vous avez du boulot tous par-dessus la tête. Moi, je vous dirais même, un des meilleurs conseils peut-être cette année, c'est dès que vous avez fini la moisson, sauvez-vous une semaine pour ceux qui peuvent. Allez vous changer d'air, parce que pendant ce temps-là, tout ce qui se passe, c'est positif. Admettons qu'on reparte vers un été normal, cagnard, etc. Protection du sol. Le mulch, protection du sol. Ce qui peut vous faire décider d'intervenir, malgré tout, là, dans 15 jours ou 3 semaines, c'est parce que vous avez des sols extrêmement refermés. Mais pendant ce temps-là, la capillarité, tout ça va se faire quelque part. Mais cette zone-là ne se réparera pas toute seule.
Si vous êtes en semis direct ou autre, où vous dites je vais faire des couverts, ça va réparer ma structure, je vous le maintiens, ça n'engage que moi encore une fois. Par observation, par expérience, les animaux du sol ne retraverseront pas cette zone qui a été refermée, abîmée, simplement parce que vous avez semé un couvert. Et votre couvert, il n'est pas magique, il n'a pas des racines perforantes, ça n'existe pas. S'il n'y a pas d'oxygène, il ne descendra pas davantage, il va ressembler à rien, il va fleurir avant de commencer. Bref, on arrive à la deuxième des questions. Est-ce qu'il faut déjà envisager les semis de couverts, etc. Alors moi, je vais parler principalement de la majorité des régions qu'on accompagne, mais qui ont encore de l'eau là récemment, etc. Ça peut être tentant de dire on fait un couvert, il va lever rapidement, pourquoi pas faire son colza pendant qu'on y est. Mais on sait qu'on se présage déjà d'en refaire un autre. Au mois d'octobre par exemple, si on veut vraiment avoir la couverture hivernale. Je parle de couvert cycle long pour des cultures de printemps. Si c'est pour des cultures entre deux pailles, vouloir faire un couvert là, pourquoi pas? Mais laissez donc vos pailles un petit peu travailler, relever, on a encore un petit peu le temps. On peut faire une association lin, sarrasin, moutarde, qu'on récoltera ou pas, enfin pour ce qui concerne le sarrasin, si on le fait tout seul par exemple, pour nettoyer un peu vos champs, avoir un effet pompe à phosphore, etc. Moi je veux bien tout ça. Mais laissez quand même le temps au temps. Normalement, on doit basculer à un moment ou à un autre vers des gros coups de chaleur, etc. Le sol, il ne va rien se passer de positif. Les animaux du sol vont être plutôt en protection que de revenir rechercher. C'est la durée des jours, etc. qui va les faire revenir à travailler. Donc, dans un premier temps, travail du sol, on pense que ce n'est pas judicieux. Semer les couverts là tout de suite, pour nous, majoritairement, ce n'est pas utile. Ce n'est pas l'objectif qu'on cherche d'une couverture. Et puis, je pense que vu la rentabilité que nous allons avoir cette année, semer 2 fois des couverts, etc. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'agriculteur et chef d'entreprise, ça m'interroge. Je préfère mettre 50 ou 60 € dans mon couvert pour le printemps, voilà, au 10, 15 août, 20 août, mais que de le faire maintenant et puis de ressemer un truc au mois d'octobre. J'aurai autre chose à faire, je pense, en octobre, et vous aussi. La gestion des pailles et des limaces, ça ne fera rien, rien de positif. Les œufs de limaces, vous croyez qu'ils sont qu'en surface, les œufs de limaces? Ça aussi, c'est un peu la légende. Les limaces, cette année, il y en a eu tellement, elles traversaient la route, il y en avait sur les pare-chocs de vos tracteurs, etc. Enfin, sur les masses, sur tout ça, les essieux avant, tout le monde m'en a parlé. Ça veut dire qu'une limace, elle a fait 200 limaçons. Les limaçons, ils sont tranquillement sous terre, là, il fait de la pluie, etc. Et voilà. On va encore accentuer en mettant de la nourriture enfouie, etc. Les herses à paille, etc., s'il ne fait pas du cagnard, que la paille n'est pas bien agressée déjà, que le squelette de la paille n'a pas commencé à se dégrader, tout ce que vous ferez avec ces outils-là ne servira à rien. Donc voilà. Soyez patients les amis. Moi je peux comprendre, hein, on a tous beaucoup de pression, mais à mon humble avis, encore une fois, pas de travail du sol tout de suite, on aura l'occasion d'en parler, pas de gestion de limaces tout de suite, ça sert à rien, vous allez faire des sols creux, vous allez secouer votre sol, etc. Puis pas de réparation non plus tout de suite. Sans doute que cette année, on se permettra le luxe d'un beau déchômage pour faire un désherbage quand tout va être relevé, là, vos repousses de céréales, vos éventuels vulpins raigras qui seront restés en surface et pas mis dans des zones problématiques, désherbage mécanique, et puis 10 jours après, fissuration. Ou alors, désherbage mécanique, ce fameux déchômage de qualité, on laisse relever à nouveau et on refait une fissuration qu'on referme par un travail du sol. Ça peut être une seule séquence comme ça ou les deux en séparés. Voilà, c'est à vous de décider. Mais je pense que beaucoup de sols auront besoin d'être réparés hein, par rapport à vos retours. Donc, on le fera plutôt crescendo, un déchômage, on fait relever, la paille travailler, etc. Et ensuite une fissuration vers le 15 août par exemple, juste avant vos périodes colza couverts. Et toujours avant des plantes, donc avant des couverts et avant vos colzas, par exemple. Pour ce qui est des céréales, vous ferez ça après vos colzas, quand vous aurez fini tous ces travaux-là, à notre avis, et vous ferez votre fissuration, mais là c'est pareil, 3-4 semaines avant les semis de blé, pour que votre sol soit bien repris, bien naturellement réarchitecturé, hein, et non pas de la terre fine que vous aurez fait la veille pour semer votre blé et fragiliser votre structure pour tout l'automne. Voilà, mais on n'en est pas encore là, on verra tout ça au fur et à mesure. Voilà, c'est qu'un retour, hein. Après vous faites bien comme vous le souhaitez, bien entendu, c'est vous les techniciens sur vos fermes. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la paille mûrir. Dans beaucoup de régions, elle est belle, hein. Elle est magnifique la paille. Elle est bien épaisse pour les cultures non versées, on voit qu'il y a de la camelote, etc. Donc il faut laisser ça tranquillement, on protège notre sol, il peut retomber soit des sacs d'eau, soit inversement faire très très chaud. C'est ce qu'il y a à notre avis le plus sage, mais évidemment, on fera travailler tout ça. Il faut qu'il y ait eu un beau broyage, hein, c'est la condition. Vous ne répartirez pas vos pailles avec du travail du sol, ou très très peu. Donc il faut être patient et laisser justement avoir les conditions idéales pour pouvoir le faire. Voilà, alors écoutez, je ne sais pas si ça a répondu à des questions, en tout cas, certains m'avaient contacté pour ça, pour la gestion limaces, etc. Non les amis, il est bien trop tôt et on n'a pas les conditions météo de toute façon
pour faire une bonne gestion des œufs de limaces éventuels qui ne représentent qu'une petite partie. Vous savez, en surface, ils ne pondent pas les œufs en surface, hein, ils les enterrent un tout petit peu. Donc il faut un minimum, un travail du sol en condition où la paille va se briser, a déjà commencé son évolution par les alternances pluie-soleil. Et on fera sans doute un bon désherbage mécanique et on évitera d'enfouir des mauvaises herbes éventuelles. Mais il faudra le faire car les maladies se stockent sur les résidus de récolte, les amis. C'est important que la digestion soit rapide et qu'avant les futurs semis que vous ferez, pas forcément les colzas, mais pour les céréales d'automne, vos pailles soient déjà presque disparues. Ce serait bien, mais sans les avoir enfouies. On est bien d'accord. Alors écoutez, je pense que cette vidéo, je vais en rester là. Je ne sais pas combien elle va durer, mais bon, bref. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, tant mieux. Je vous souhaite à tous un bon courage pour la suite de la moisson. Il va falloir être encore une fois patient, avoir les nerfs solides, avoir une famille qui vous soutient bien, qui nous soutient bien, parce que je pense que pour eux aussi, c'est presque pire que pour nous. Alors écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à liker cette vidéo. Pensez à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et puis la petite cloche là pour savoir quand les vidéos sortent, hein, c'est ce que tout le monde dit. Je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais bon, voilà. Je vous remercie en tout cas pour tous vos retours et puis on continue d'échanger et d'avancer, hein, c'est ça le but. À bientôt, bon courage.